les talibans reprenaient le pouvoir à Kaboul. Répression sévère, dégradation des droits humains, désastre économique. La situation n'a cessé de se dégrader et l'Afghanistan a fait un véritable bond 20 ans en arrière. Pour en parler, nous sommes en direct avec Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et ancien agent de la DGSE. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J en direct. Alors, tout d'abord, on va faire les choses dans l'ordre. L'Afghanistan, le retour des talibans. On se souvient de ces images de personnes qui fuient par centaines, qui essayent de passer par l'aéroport, etc. De personnes qui fuyaient le pouvoir taliban. Que sont devenues ces personnes ? Effectivement, on se souvient de ces images, ils étaient des milliers, voire des dizaines de milliers qui entouraient l'aéroport. Il y avait eu aussi ce terrible attentat à la voiture piégée dans la foule qui était aux portes de l'aéroport. La plupart aujourd'hui sont réfugiés aux États-Unis, en Grande-Bretagne essentiellement, et tentent de refaire leur vie. Et on peut dire, alors pour l'Afghanistan, c'était évidemment une perte parce que parmi ces gens, il y avait par exemple énormément d'enseignants, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, toute une partie de la population qui était éduquée et qui avait très bien compris que le retour des talibans, malgré toutes les promesses qu'ils faisaient, mais ce serait un cauchemar pour leur pays. Et malheureusement, ils ont eu raison, c'est un cauchemar pour leur pays. Ce cauchemar s'est personnifié il y a quelques jours avec une manifestation de femmes dans les rues de Kaboul. Elles n'étaient pas très nombreuses, une cinquantaine de femmes qui manifestaient pour le droit à l'éducation, pour le droit au travail et qui ont été sévèrement réprimées par les talibans. Les femmes, ça reste la première cible du régime taliban, exactement comme c'était il y a 20 ans ? Ça reste la première cible, effectivement. Rappelez-vous que les talibans avaient promis d'être beaucoup plus ouverts à la condition de la femme, avaient promis d'ouvrir les écoles, enfin de laisser les écoles ouvertes, les facultés universitaires, etc. aux femmes. Et en fait, il n'en est rien. La vie s'est refermée. La vie d'une femme en Afghanistan aujourd'hui, c'est essentiellement, sans doute un peu moins durement qu'il y a 20 ans, mais la différence est purement cosmétique. C'est à la maison, c'est avec son mari ou son père s'il n'est pas marié. Il y a quelque chose de très symbolique. Il y avait un ministère de la condition féminine. Les Afghans ne l'ont pas supprimé, ils l'ont simplement renommé ministère du vice et de la vertu. Je crois que ça dit déjà beaucoup de choses. Ça dit effectivement déjà beaucoup de choses sur la façon dont les femmes sont perçues. Claude Moniquet, à l'époque, en 2001, ce qui avait mis le focus sur l'Afghanistan en réalité, c'était les attentats du 11 septembre. Est-ce que l'Afghanistan d'aujourd'hui, celle de 2021, peut à nouveau accueillir des groupes terroristes qui vont fomenter des attentats importants qui toucheront les pays occidentaux, par exemple ? La question est ouverte, évidemment, depuis. Rappelez-vous, les trois promesses fondamentales des talibans quand ils sont revenus, c'est plus de démocratie, il n'y a pas plus de démocratie. Le respect des femmes, il n'y a pas de respect des femmes. Il y en avait quatre, en fait, des promesses. L'inclusivité, avoir plus de gens autour d'eux. En fait, ils sont essentiellement seuls et ils restent très majoritairement pashtuns. Et puis, d'arrêter d'être un havre du terrorisme international, comme ça l'avait été à l'époque de Ben Laden. Et qu'est-ce qu'on retrouve un an plus tard? On retrouve M. Al-Zawahiri qui vit tranquillement dans un des quartiers les plus chics de Kaboul, dans la maison d'un proche du ministre de la Justice, du ministre, pardon, de l'Intérieur, Haqqani, qui est le chef du réseau du même nom, qui est la faction la plus extrémiste des talibans. Ce sont déjà les Haqqani qui étaient en contact avec Ben Laden à l'époque. Maintenant, c'est évidemment une trahison de leur parole. Est-ce que pour autant ils vont redevenir un sanctuaire du terrorisme international? Ça, je ne crois pas. Parce Pourquoi ? que le risque pour eux serait énorme. La dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont passé 20 ans dans les montagnes quand même. Et ils craignent la même chose aujourd'hui, malgré le départ des Américains ? Alors, si on avait demain un groupe terroriste, alors il y a évidemment du terrorisme en Afghanistan, hein. D'une part, il y a des gens comme el Zawahiri et sans doute d'autres dirigeants d'Al-Qaïda qui y vivent, mais peut-être dans une sorte, pas de semi-retraite, puisque Al-Zawahiri était toujours le chef de l'organisation, mais en tout cas sans organiser des attentats. Al-Zawahiri n'était pas un opérateur, c'était un idéologue, mais ils ont l'État islamique, avec lequel ils sont en guerre et qui commet régulièrement, il y en a encore eu il y a quelques jours, des attentats essentiellement contre la minorité chiite. Donc Alors, du terrorisme chez eux, oui.
Oui, justement, c'est là-dessus aussi que ça mérite éclairage, parce que quand on est de l'extérieur, bah, pour nous, les talibans, c'est des islamistes, l'État islamique, c'est des islamistes aussi, donc on a du mal à comprendre pourquoi les uns s'opposeraient aux autres, comme ça, de l'extérieur. Vous pouvez nous expliquer, Claude Moniquet? Oui, il y a des différences idéologiques, il y a des différences théologiques entre les deux mouvements. Les talibans étaient très proches d'Al-Qaïda, et Al-Qaïda est en guerre avec l'État islamique depuis la naissance de l'État islamique, parce qu'ils ont des conceptions religieuses et politico-religieuses qui sont différentes. Par exemple, Al-Qaïda a estimé que quand al-Baghdadi a fondé le califat en Syrie et en Irak, ben, il n'avait pas autorité pour le faire et que les conditions théologiques, religieuses n'étaient pas réunies pour créer le califat. Alors pour nous, effectivement, de loin, ça fait un peu querelle byzantine, parce que fondamentalement, tout ce qu'on retient, il m'a pas tort, nous en veulent la démocratie, en veulent aux femmes, en veulent aux non-musulmans, et font tout pour les exterminer, ce qui est la réalité. Mais dans leur monde, ce petit monde idéologique, ça a une importance et une résonance énorme. Donc non, les talibans ne se réconcilieront jamais avec l'État islamique. L'État islamique de chez eux pourrait organiser des attentats à l'étranger, mais c'est pas leur but. Ils ont assez de travail, entre guillemets, en Afghanistan à combattre les talibans. Donc l'idée que les talibans redeviennent, que l'État taliban, l'Émirat, comme ils disent, redevienne une base de terrorisme international, pour le moment, je n'y crois pas. Maintenant, si les choses évoluent mal, parce que pardon, pas l'Iran, l'Afghanistan n'a pas d'argent, que ce gouvernement est quand même en proie à des tensions, est rejeté par une grande partie de la population, qu'il fait face à une révolte armée qui pour le moment est minoritaire dans le Panjshir avec le fils d'Ahmed Shah Massoud, à ce moment-là, les choses pourraient se radicaliser et changer. Mais on n'en est pas là pour le moment. Rejeté par une majorité de la population, dites-vous. Quand on regarde ou quand on lit des articles, des livres sur l'Afghanistan, il semble qu'il y ait deux Afghanistans en réalité. Une Afghanistan plutôt urbaine, plutôt moderne, et des campagnes qui soutenaient déjà avant les talibans. Ça veut dire qu'en Afghanistan, quand vous dites une majorité d'Afghans, vous parlez de qui exactement? Y compris dans les campagnes, maintenant, on rejette les talibans? Alors, une majorité, je ne suis pas sûr. Il y a une majorité attentiste qui, très certainement, se réjouit du fait que le niveau de violence est quand même fortement baissé depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, parce qu'il n'y a plus ces attentats tous les jours et ces affrontements, les bombardements américains, etc. Ça, c'est positif pour une grande partie de la population. Mais une partie importante, effectivement, vous avez raison de le souligner, qui est essentiellement urbaine, reste attachée à des droits fondamentaux et reste attachée à une liberté culturelle qu'ils n'ont pas avec les talibans. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que cette opposition entre ville et campagne, on la retrouve exactement en Turquie, enfin, sans comparer du tout le régime de M. Erdogan à celui des talibans, hein, même si le régime de M. Erdogan a parfois des torts. L'électorat d'Erdogan, l'électorat islamiste, il est où? Il est dans les campagnes. On le retrouve en Iran. La base sociale essentielle du régime iranien, il est où? Elle est où? Elle est dans les campagnes. Ce sont des gens qui vivent de manière plus archaïque, plus passéiste, qui sont beaucoup plus attachés à des valeurs ancestrales, paternalistes, etc., et antiféminines. C'est ça, la base sociale des talibans aujourd'hui. Donc effectivement, dans les villes, on a des courants plus libéraux, mais qui n'ont pas de capacité réelle à s'exprimer pour le moment. Claude Moniquet, l'Afghanistan de 2021, c'est un bond de 20 ans en arrière, on l'a compris avec vous, avec les mêmes conditions pour les femmes, pour les minorités, et puis aussi un bond en arrière en termes social, pauvreté extrême et famine depuis que les talibans sont revenus au pouvoir. Pourquoi le retour des talibans au pouvoir entraîne cette pauvreté extrême et cette famine? Alors, les talibans disent c'est parce que l'argent qui nous appartient est bloqué en Occident dans des banques et qu'on ne veut pas nous rendre l'argent de l'Afghanistan. C'est peut-être une partie de l'explication. L'explication essentielle, je pense, c'est la totale incompétence des talibans. Les talibans ont sans doute des capacités théologiques que je ne leur nie pas, mais ça ne nourrit pas le peuple. Ils ont des tas d'idées très intéressantes sur le statut de la femme, sur le statut des minorités religieuses, sur les chiites, etc., dont on voit le résultat en pratique dans la privation des droits de ces groupes. Ils n'ont absolument aucune idée sur la manière dont on gère un État moderne. Ce sont des idéologues incompétents.
Et c'est essentiellement leur incompétence qui fait, alors qu'ils se rajoutent effectivement à 40 ans, 50 ans de guerre, parce que l'Afghanistan est en guerre depuis 1979, l'invasion soviétique, la résistance aux soviétiques, la guerre civile entre les talibans et le pouvoir taliban, la guerre depuis... Ça n'a pas arrêté. L'immense majorité de la population afghane est très jeune, hein, les gens ont moins de 20 ans. Eh bien, ça veut dire que ces gens, eux-mêmes, leurs parents et parfois leurs grands-parents, n'ont jamais connu que la violence et la guerre. Ils n'ont pas appris de métier, n'ont pas. Donc voilà, il y a à la fois une pauvreté sociale par incapacité d'exercer un métier pour beaucoup, mais aussi par incapacité pour les talibans de créer ces métiers, de créer de l'activité économique et de l'encourager. Ce qu'avaient fait quand même à un moment les troupes américaines qui étaient sur place avec la création notamment de médias, de radios plus libres, etc. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que l'Afghanistan se retrouve encore condamné aux talibans, presque comme si c'était un pays maudit finalement. Alors je pense que très clairement, nous avons commis des erreurs, hein. La guerre déclenchée en octobre 2001, qui, je vous le rappelle, il faut s'en souvenir, était le résultat des attentats du 11 septembre. Attentats du 11 septembre organisés par Ben Laden, réfugié, qui vivait en Afghanistan. Les Afghanistans refusent de le livrer, et c'est la guerre. Le premier but de la guerre, c'était éliminer Al-Qaïda. Ça a été fait en quelques semaines. Et après, on est resté pour faire du democracy building, comme disaient les Américains, pour construire une démocratie en Afghanistan. C'était sans doute mettre la barre un peu haut. On ne construit pas la démocratie en partant de zéro dans un pays où l'analphabétisme est majoritaire, où la pauvreté règne, etc. Et le problème, c'est que les pouvoirs qu'on a installés successivement n'ont jamais rien délivré. C'était des gens qui étaient eux-mêmes des chefs tribaux, qui favorisaient leur tribu, leur clan, leur famille, décorrompus. On a laissé tout ça prospérer. Et en fait, il y a effectivement une activité économique, une classe moyenne qui est née, et c'est tant mieux pour l'époque, mais il n'y avait rien de durable, il n'y avait rien de pérenne dans ce qu'on a fait, parce qu'on n'a rien changé aux structures fondamentales de la société afghane, qui est une société archaïque, clanique, dans lesquelles, avant d'être fidèle à l'État, qu'il soit taliban ou l'autre, on est fidèle dans l'ordre à sa famille, à sa tribu, à son clan, à son ethnie, et puis à l'État qui vient en cinquième. Ça, c'est la réalité afghane. On ne construit rien de très solide sur ce genre de réalité. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci et bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée à vous. Au Merci. revoir. Radio J, le 6-9, Eva Soto. Et c'est l'heure, comme chaque semaine, de notre point diplomatique avec Avi Pazner, ancienne ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Bonjour Avi Pazner. Bonjour, chère Eva. Alors cette semaine, nous revenons avec vous sur les propos de Mahmoud Abbas sur la Shoah, propos qui ont été tenus en Allemagne mercredi lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier Olaf Scholz. Propos de Mahmoud Abbas qui réagissait aux attentats de Munich de 72 dont on va bientôt fêter le 50e anniversaire. Et